Attrape-les, attrape-les! Des ours noirs en ville. Vas-y, chope-le! Un raton laveur très agressif. J'ai jamais vu un raton laveur pareil. Un serpent tapi dans le jardin. J'ai vraiment eu de la chance de pas me faire mordre. C'est parti. Et une alerte à l'alligator. Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. Chaque métropole connaît des problèmes avec les animaux. Pete Nolan et Brad Gates de chez Triple Wildlife sont là pour gérer les conflits entre les habitants et les animaux. Chaque année, ils en capturent des milliers qui s'introduisent chez les habitants de Toronto et des environs. Pete, j'ai une cliente. Elle dit entendre des grognements et des mouvements dans son plafond. Elle a peur que ça lui tombe sur la tête. D'accord, bien sûr, on y va. C'est une urgence. Une habitante de la banlieue a un raton laveur coincé dans son grenier. Le toit m'a l'air en bon état. Oui. Bonjour. Bonjour. Une grosse femelle raton laveur cause des dégâts dans le grenier. Ça fait beaucoup de bruit là-haut. J'ai peur. À ce point? Oui, la nuit surtout. Je l'entends gratter. Vous l'entendez taper? Absolument, il faut s'en occuper. Vraiment. Pas de problème. Oui, je suis soulagée que vous soyez là. Super. Mets là où tu veux. On va examiner le toit. On pense que le raton laveur passe par une trappe d'aération. Elle a même entendu des bébés. On va donc avoir besoin de cette échelle, d'un collet et peut-être même d'un sac, si jamais on trouve des bébés. Nous voilà. On peut entrer? Oui, Super. Voilà la trappe du grenier. Je te laisse passer. Une fois dans le grenier, il va falloir rapidement repérer les bébés et les prendre avec nous. Si leur mère ne sort pas d'elle-même, on la tirera dehors avec l'un de ses petits. Les femelles ratons laveurs peuvent être très agressives, surtout lorsqu'il s'agit de défendre leur progéniture. Leurs morsures et leurs griffures peuvent transmettre la rage. Pete et Brad doivent être très vigilants. D'après la propriétaire, il y a une femelle raton laveur dans le grenier. Il faut à tout prix la surprendre pour qu'elle sente qu'elle ne nous fait pas peur. Elle est juste là, juste en face de moi. Vas-y vite. En un rien de temps, le raton laveur et ses 4 petits sont repérés. Vas-y Pete, attrape-les. Oh, attends. Elle est agressive. Elle en tient un dans sa gueule. Mais elle sait pas trop quoi faire. Elle peut en transporter qu'un à la fois. Ok, faut qu'on arrive à la tenir éloignée de ses petits. Allez, Contre le mur. Elle est très agressive. Elle veut nous mordre. elle s'énerve. Brad, tu veux bien l'attraper? J'essaie de faire passer le collet autour de son ventre. Je veux pas le serrer autour de son cou, parce que ça pourrait la blesser. Ça permet de la maîtriser sans lui faire de mal. Mais la femelle tente de s'échapper. Elle évite le collet pour se mettre à l'abri avec l'un de ses petits. Elle en tient un, mais elle en a laissé 2 dans ce coin-là. Il y en a 4 en tout. Elle en a un. Ça devient plus facile pour nous maintenant qu'on les tient presque tous. Elle ne peut plus en protéger qu'un. Je dirais qu'ils sont âgés de 21 jours. Leurs yeux ne sont pas complètement ouverts. Tu dois te demander ce qui se passe, hein?
Ok, je vais y retourner pour attraper le dernier. Une fois qu'on l'aura, on pourra tous les sortir. La voilà, Pete. Elle arrive. Attrape-la. Elle nous montre qu'elle est prête à tout pour ne pas être séparée de ses petits. Tu peux rattraper le petit? Non? Pour tenter de calmer la femelle raton laveur, Pete et Brad décident de sortir. Elle a gagné la bataille. On va maintenant emmener les bébés sur le toit. Une fois qu'elle aura entendu où ils sont, je pense que elle va laisser celui-là et elle va monter pour tenter d'en ramener un autre. Le but maintenant consiste à l'empêcher de retourner dans le grenier. Pete et Brad montent sur le toit. Ils savent que la mère ne pourra pas résister aux cris de ses petits. Elle va tenter de les ramener un par un dans le grenier pour les rassembler. Attention, recule! Le plan fonctionne. La voilà. Ça va, je vais la voir. Pete lui bloque l'accès. Elle tente de trouver une autre cachette. J'y crois pas. J'ai jamais vu un raton laveur pareil. C'est pas vrai. Lorsqu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas ramener son petit dans le grenier, elle s'est dit qu'il valait mieux trouver un autre endroit où le cacher. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a attrapé son petit et elle a tout fait pour retourner dans le grenier. Parce que c'est là qu'elle se sent en sécurité, surtout la journée. Je pense qu'elle ne voudra jamais remettre les pieds dans cette maison après ce qu'on lui a fait subir. Ce grenier n'est plus un endroit sûr. Je suis en train de condamner l'accès. Comme ça, on va pouvoir retourner chercher le dernier petit sans qu'elle puisse y rentrer à nouveau. Après avoir sorti tous les bébés du grenier, Brad et Pete les installent sur le toit pour que leur mère vienne les chercher et les mette à l'abri des chats et chiens du quartier. On les installe là. Ils vont rester groupés jusqu'à ce que maman soit de retour. On ne ferme pas complètement la porte. En la laissant entrouverte, on permet à leur mère de venir les récupérer. Elle est très habile des pattes avant et elle arrivera sans problème à pousser la porte pour libérer ses petits. Ils seront en sécurité le temps qu'elle revienne cette nuit pour les emmener à l'abri. En principe, la femelle raton laveur reviendra chercher ses petits nichés sur le toit. Sinon, Pete et Brad devront trouver une autre solution. Au beau milieu du Nevada, Carl Lackey, biologiste de terrain et expert en ours noirs, est appelé en urgence. Des habitants ont remarqué plusieurs ours errant sur les montagnes situées aux abords de la ville. Carl arrive pour prendre le contrôle de la situation. On avait installé quelques pièges à ours au cas où. Apparemment, il y a 2 ours coincés dans un piège, tandis qu'une femme en a aperçu un autre rôdant autour de sa maison. Il n'est pas rare de tomber nez à nez avec des ours sur les aires de repos. Ceux-ci sont attirés par les restes de nourriture abandonnés. Les gens ont commencé à se plaindre de leur présence il y a environ 15 ans. Mais lorsqu'on choisit de s'installer dans cette région et de laisser ses poubelles dehors, il ne faut pas s'étonner d'en voir autant. On dénombre 700 000 ours noirs en Amérique du Nord. Lorsqu'ils s'approchent un peu trop des humains, il y a des dégâts. Carl a attrapé 2 ours dans un piège installé la nuit dernière.
Il remarque immédiatement la présence d'une grosse femelle à quelques mètres de l'aire de repos. Le réflexe défensif chez l'ours consiste à grimper à un arbre. C'est leur façon d'échapper aux humains et aux prédateurs. On souhaite qu'ils conservent cet instinct naturel, qu'ils grimpent sur un arbre dès qu'ils croisent quelqu'un. Carl a spécialement dressé ses chiens, Striker et Rooster, pour éloigner les ours de la ville. Vas-y, allez, attrape-la. Vas-y, Rooster. Allez, vas-y, va chercher. Allez, Rooster. Hop, 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 allez. Attrape. Va chercher. Allez. Hop, hop, va chercher. Encore. C'est bien. Allez, Rooster. Cherche. Vas-y. Carl veut que les ours aient suffisamment peur des humains pour ne plus vouloir s'approcher des habitations. Striker l'a pourchassé jusqu'à la faire grimper à l'arbre. L'instinct de l'ours noir le pousse à faire ça. Alors, si on peut encourager ce comportement, c'est tant mieux. Aboie. Vas-y. Oh, le gros ours. Fais-lui peur. C'est bien. Carl connaît bien cet ours, car il l'a déjà croisé. Comme il l'a équipé d'une puce GPS, son assistante Alison Andreasen peut savoir exactement où elle se trouve. Elle est équipée d'un collier GPS. Celui-ci émet un signal que l'on capte grâce à cette antenne. On peut ainsi connaître sa position. Ce collier GPS enregistre sa position 11 fois par jour. Une fois qu'on la lui retire, au mois d'octobre, on télécharge les données. On peut alors savoir où elle a hiberné et connaître ses déplacements tout au long de l'année. Ces informations permettent à Carl de connaître et d'anticiper les déplacements de l'ours sur son territoire. Maintenant que l'animal est reparti dans la nature, Carl retourne s'occuper des 2 oursons qui se sont fait piéger alors qu'il fouillait les poubelles. Cet ourson et sa sœur sont les petits de la mère que l'on vient de faire fuir. Ce piège est assez simple. Lorsque l'ours rentre et tire sur l'appât, la trappe arrière se referme et il se retrouve pris au piège. Ces ours ont de la chance. Grâce à Carl, ils sont relâchés en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas de la plupart des ours errants à proximité des villes. Les chiffres indiquent un taux de mortalité de 85% chez les ours âgés de moins d'1 an. Ils se font souvent écraser par des voitures. C'est d'autant plus frustrant que ça pourrait être évité. T'es prêt? Si les ours ont peur des hommes et des chiens, il y aura moins de chances qu'ils reviennent terroriser les habitants en cherchant de quoi se nourrir. Striker au pied. Une fois de plus, Carl tente d'effrayer un peu plus les ours alors qu'il les libère du piège. Allez, vas-y. Aboie. Fais-lui peur. Allez, encore. Aboie, aboie. Fais-lui peur. Fais-le monter. Voilà. Bon chien, C'est bien. bon chien. C'est bien, c'est bien. Bon chien. Allez. Vas-y. Allez, attrape-le. Encore. Lorsque l'ours redescend de l'arbre, Carl et ses chiens partent à sa poursuite. De nombreux biologistes estiment que cette technique permet de lui couper l'envie de s'approcher des zones habitées. Nous préférerions qu'ils s'éloignent des villes, mais le fait de construire des maisons et des parcs dans leur habitat naturel et de laisser de la nourriture traîner dans les poubelles, ça finit forcément par les attirer. Allez, va-t'en! Boost! Va-t'en! Allez, allez! On a pu les relâcher sans problème. Mais je suis sûr que nous aurons encore affaire à ces ours. Il faudra continuer à leur donner la même leçon que celle reçue aujourd'hui. Allez, c'est fini. Avec un peu de chance, ils auront compris avant de se faire tuer par la faute des humains. Allez!
Pete Nolan et Brad Gates de Triple Wildlife repartent en mission dans la banlieue de Toronto. Une femelle raton laveur s'était installée dans un grenier. Brad et Pete avaient laissé les 4 petits dans une niche pour que leur mère vienne les récupérer. Ils espèrent qu'elle les a emmenés dans une autre cachette. Elle n'est pas encore revenue. Appelle ta maman. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ils adoptent une autre stratégie pour faire sortir la mère de sa cachette. On met les petits la tête en bas pour qu'ils crient. Comme ça les fait paniquer et ils émettent un cri de détresse qui devrait finir par attirer leur mère. La voilà, tu la vois? En un rien de temps, celle-ci revient. Elle doit sûrement les emmener entre la palissade et l'abri de jardin. C'est un abri temporaire en attendant la nuit. On pourrait probablement... On pourrait les faire sortir. On pourrait la faire revenir pour récupérer ses autres petits et les mettre à l'abri au fond du jardin jusqu'à cette nuit. On essaye. Ils sortent un autre petit de la niche pour que sa mère vienne le récupérer. Il vaut mieux qu'on se tire en vitesse. La revoilà. Elle se précipite sur le toit, mais se montre de plus en plus agressive. On dirait qu'elle les gronde. Ouais, qu'est-ce que tu faisais là-haut? Plus que 2 bébés restants. Grâce à toi, maman est venue rechercher ton frère. Maintenant, il faut l'appeler encore plus fort pour qu'elle vienne vous chercher, toi et ta sœur. Comme on sait désormais où elle les cache, plutôt que de la faire monter sur le toit pour venir les récupérer, on va les rapprocher de la cabane et les faire crier. On veut qu'ils soient plus près de la nouvelle tanière. C'est mieux pour elle. Elle n'aura pas à monter et descendre sans cesse. Brad et Pete vont au fond du jardin. Ils espèrent que les cris des bébés attireront leur mère. La voilà. Pete, fais attention, elle arrive. Son premier réflexe lorsqu'elle est sortie consistait à nous éloigner avant de récupérer son petit. Il ne reste qu'un seul bébé. Pose-le contre la palissade. Attention, elle arrive. On vient d'être confronté à l'instinct d'une mère voulant protéger ses petits. C'est commun à toutes les espèces animales. En se montrant si agressive, elle veut juste nous repousser pour pouvoir récupérer ses petits avant de les mettre à l'abri. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. L'accès au grenier étant condamné, la femelle va devoir trouver une autre tanière pour sa progéniture. Loin des maisons cette fois. Génial, les bébés sont logés. On les a tous évacués, mission accomplie. On l'oubliera pas de sitôt. C'est sûr. Maintenant que les ratons laveurs ont quitté le grenier, les propriétaires sont soulagés. J'étais pétrifiée. Elle avait un sacré instinct maternel. Pas de doute. Vous voilà tranquille. Ok, on peut y aller. Grâce à Brad et Pete, la propriétaire est soulagée et la famille de ratons laveurs est à l'abri, saine et sauve. La Floride. Réputée pour ses étendues sauvages comme les Everglades, elle abrite aussi plus d'1 million d'alligators d'Amérique. Mais lorsque ce super prédateur emprunte les canaux reliant les Everglades au centre-ville, Rick
Kramer, spécialiste en alligators, et son assistant Scott Petrone sont là pour intervenir. Rick se rend chez une propriétaire terrifiée dans la petite ville de West Palm Beach. Cette femme possède un chien. Elle a peur que les alligators ne s'en prennent à lui. Comme il s'agit d'une petite ville où il y a beaucoup d'enfants, mieux vaut évacuer un tel animal avant qu'un drame ne se produise. À mesure que les maisons se multiplient, Rick reçoit de plus en plus d'appels concernant des alligators. Il y a à peine 5 ans, il n'y avait que des bois ici. Ça n'arrête pas de construire. Les maisons poussent comme des champignons. C'est incroyable. Tous ces chantiers font fuir les alligators. Mais ceux vivant dans la réserve naturelle arrivent jusqu'ici dans ces étangs artificiels, où ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. L'année dernière, Rick a délogé près de 400 alligators considérés comme dangereux. Oh, c'est un sacré étang. Ça doit être un gros alligator. Les plus gros alligators préfèrent les grands plans d'eau de la ville. Rick se prépare pour la bataille. Je suis nerveux, je dois bien l'admettre. Quand on aperçoit un alligator de 4 mètres, on fait pas le malin. Scott repère l'animal de l'autre côté du lac. Je le vois d'ici. Ah ouais, je le vois. Je t'avais bien dit qu'on allait tomber sur un sacré morceau dans cet étang. Il se promène en plein milieu. Il faut qu'on contourne l'étang. Allons le chercher. Rick et Scott remontent dans leur pick-up. Ils cherchent l'endroit idéal où capturer l'alligator. On dirait qu'il fait 2,50 m, ou peut-être plus. La chasse commence, l'adrénaline monte. Il faut pas que mon cœur s'emballe. Leurs cannes à pêche ultra résistantes sont équipées d'hameçons conçus pour s'accrocher aux écailles des alligators sans transpercer leur peau. Rick et Scott déploient leur ligne de pêche renforcée. Ensemble, ils essaient de ramener l'alligator vers la rive. 1, 2, 3. Rick Kramer, spécialiste en alligator, et son assistant Scott Petrone tentent de capturer un gros alligator mâle qui terrorise les habitants de West Palm Beach en Floride. Alors que la nuit tombe, Rick et Scott passent à l'action. Ils hameçonnent l'alligator. C'est parti. C'est que le début, ne lâche pas, Scott. Je le tiens. Le voilà, il remonte. En nous voyant, il saura qu'on le tient. Il va se débattre. Ça lui fait aucun mal. J'essaie toujours de l'accrocher sur l'avant du corps, sur les pattes, ou au niveau de l'épaule, pour pas le blesser. Je crois que je le perds. Non, non, tiens-le, tiens-le. Tu l'as lâché? Tu les croises? Tu l'as lâché. Accroche-le. Ok. Face à un alligator de cette taille, Rick ne tentera rien avant de le tenir au bout des deux lignes. Arrête de tirer. Je fais rien, Rick. Je bouge pas. Il est juste là. Il faut vraiment que tu gardes ta ligne tendue et que tu maintiennes ton hameçon sous l'eau. Même si tu l'accroches au niveau de la patte, ton hameçon est peut-être mal positionné. Quand tu remontes l'alligator, il peut alors se décrocher. Je crois qu'on s'est emmêlé. C'est pas grave. Je veux juste me positionner. Il pourrait rester comme ça des heures. À mon avis, il espère qu'on perde patience. Il va s'accrocher au rocher du fond pour pas qu'on le remonte. Ou encore s'enrouler avec la ligne autour d'un tronc d'arbre mort. Il se retourne, ça va. C'est bon signe, ça veut dire qu'il est fatigué. Tandis que Scott se dépêche d'aller chercher le collet, Rick continue de ferrer l'énorme alligator situé à quelques mètres de lui.
Allez, Scott. C'est pas trop tôt, hein? Il doit faire pas loin de 3 mètres. Il est costaud. Ah ouais, c'est un gros morceau. C'est un combat épuisant qui oppose les agents à l'alligator. Scott maintient les lignes tendues, tandis que Rick s'approche de la rive avec le collet. Mon cœur bat à 100 à l'heure. J'ai les jambes qui tremblent. Doucement, doucement, Scott. Et mon dos plie sous son poids. Attention aux cailloux derrière toi. Bien joué. Ça va aller. Prépare l'adhésif. Scott scotche la gueule de l'animal pour éviter de se faire mordre. Vous voyez l'hameçon? Il tient à peine. C'est pour ça que c'est si dur. Il s'est pas laissé faire. L'alligator est hors de l'eau. La loi en Floride stipule que tout alligator représentant une menace pour l'homme peut être capturé et euthanasié afin d'éviter tout accident. J'ai grandi ici et j'adore ces animaux. Mais avec tous ces enfants dans le coin, mieux vaut les capturer avant qu'un drame ne se produise. Cet alligator pourrait tuer un adulte, un enfant ou même un chien. Il vous arracherait la jambe ou le bras. Il fait presque 3 mètres de long. Il peut faire des dégâts. De gros dégâts. Grâce à Rick et Scott, cet alligator ne terrorisera plus ce quartier tranquille. Carl Lackey, expert en ours noirs, part en mission. Il est appelé sur une propriété nichée sur les montagnes bordant le lac Tahoe. Il s'agit d'une urgence. Un visiteur s'est introduit de nuit dans la maison à travers la trappe du chien. C'est un ours noir. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans cette forêt. Je ne sais pas si l'ours est vraiment rentré dans la maison, mais ce n'est pas la première fois qu'on est appelé à intervenir dans la zone à cause de lui. Je pense qu'il s'agit du même. On va installer le piège et on verra bien. La propriétaire inquiète invite Carl à voir par où l'ours s'est introduit dans la maison. C'est assez large pour un ours? Il est venu là et il a bougé cette boîte dans laquelle je stocke les croquettes du chien. C'est ce bruit-là qui m'a réveillée. Je l'ai retrouvé à peu près ici, renversé par terre. L'ours cherchait de quoi manger. C'est la trappe du chien qui lui a permis de s'introduire dans la maison. Sur le moment, j'ai cru qu'il s'agissait de ratons laveurs. Mais quand j'ai tourné la tête, je l'ai vu à travers le rabat en plastique. J'ai reconnu sa forme. Mon chien s'est réveillé et il lui a aboyé dessus jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Les ours adorent venir ici. Je les vois rôder sans cesse. Ils se posent un peu plus loin et ils attendent que tout le monde aille se coucher pour s'approcher. Même si les habitants du coin sont habitués à voir des ours, en s'introduisant dans une maison, celui-ci est allé trop loin. Comme il représente une menace pour les habitants, Carl décide de le capturer à l'aide d'un piège. Construit en acier inoxydable, cette cage résiste aux morsures et aux griffes des ours. Tout est prêt. Une fois le piège installé, on y dépose de la nourriture qui servira d'appât. La propriétaire n'est pas à l'aise à l'idée de capturer un ours. Je les respecte, mais ils peuvent s'avérer dangereux pour la maison et pour moi-même. Je me sens bien plus en sécurité quand je suis dedans et eux dehors. C'est un lieu idéal pour les ours. Il y a de l'eau, de la nourriture et des proies. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui respecte ces animaux. Mais cet ours a franchi une limite en s'introduisant dans sa maison. La plupart des gens que je rencontre ne sont pas aussi tolérants. Ils ont beau vivre au bord du lac, ils ne veulent pas entendre parler d'ours. C'est absurde.
Carl reviendra demain. Il espère que le visiteur de la nuit dernière sera solidement enfermé dans le piège. Dans le Nevada, le biologiste Carl Lackey retourne voir un piège qu'il a installé dans les montagnes bordant le lac Tahoe. Il espère avoir capturé un ours qui est passé par la trappe du chien pour s'introduire dans une maison. La propriétaire a prévenu Carl que le piège a bien fonctionné. Carly nous a appelé ce matin pour nous dire qu'un ours se trouvait pris au piège. Elle n'a pas vu s'il portait un collier ou une puce, alors j'espère que c'est un nouvel ours. Le piège a bel et bien fonctionné, mais Carl va être surpris. C'est un gros ours. Il pourrait à peine passer sa tête dans la trappe du chien, donc... Oui. Super. Il est inconnu au bataillon. C'est comme ouvrir un cadeau de Noël. Ouais. C'est une sacrée surprise. Carl et son assistante, la biologiste Alison Andreasson, se préparent à examiner cet ours de 200 kilos. L'adjoint du shérif leur vient en aide. Ce n'est pas l'ours qu'on pense à trouver. Ce n'est pas lui qui est entré dans la maison. Il ne pourrait même pas y passer la tête. C'est un gros ours. Je dirais même que c'est le plus gros qu'on ait jamais vu cette année. On va s'occuper de lui. On va l'endormir avant de le relâcher demain en toute sécurité. Cet ours va être endormi pour être examiné et, si nécessaire, on l'équipera d'une puce d'identification. Tiens. Des échantillons de poils et d'ADN seront prélevés afin de mieux connaître la population des ours de la région. C'est ce que je préfère. Le fait de pouvoir toucher un ours aussi gros et de prélever les échantillons, c'est le meilleur moment. Pesant 200 kilos, cet ours est capable de tuer un homme en un rien de temps. Alison doit s'assurer qu'il est complètement endormi avant de pouvoir l'examiner. Il ne va pas aimer qu'on lui plante une fléchette de cette taille dans le dos. Elle a bien visé. Il faut viser un muscle pour que ça marche. Il s'endort au bout de 2 ou 3 minutes. Il est couché. Il a l'air bien assommé. L'effet du calmant va bientôt s'estomper. Carl et son équipe doivent agir vite avant que l'ours ne se réveille. Un ours de cette taille pourrait déchiqueter une voiture comme une boîte de conserve. Heureusement pour lui et pour nous, il n'en est pas là. Apparemment, c'est la première fois qu'on le surprend à rôder autour des maisons. C'est l'un des ours les plus impressionnants du coin. Ce qui est une bonne chose. Ça l'aide à trouver des femelles. Carl cherche la présence d'une puce ou d'un marquage, tandis qu'Alison prend sa température et mesure sa taille exacte. Je regarde s'il est tatoué. Ça prouverait qu'il a déjà été capturé. 37,4. Pas de tatouage. Sa patte avant mesure 14 cm. Et son corps? 1,85 m. En connaissant sa taille, on sait qu'il s'agit d'un ours plutôt âgé. Mais on peut aussi le savoir grâce aux taches présentes sur ses canines. Elles sont presque marron au lieu d'être blanches comme chez les jeunes ours. Je dirais qu'il a environ 7 ans, mais je n'en suis pas sûr. On lui a tatoué les mêmes informations que sur le poinçon sur l'oreille. Elles sont sur son côté droit. Ça permet de le recenser de façon définitive, parce que la plupart du temps, ils arrachent la puce. Si jamais on le capture à nouveau, on sera capable de l'identifier. Lorsqu'un ours tatoué s'approche trop près des habitations, Carl peut ainsi évaluer son comportement et déterminer s'il représente une menace pour la population. T'es prêt? Et voilà. 1, 2, 3. On le remet dans le piège et on l'asperge d'eau pour le tenir au frais. Comme sa température commençait à grimper, on va le laisser se reposer. On reviendra le relâcher demain matin.
Cet ours noir va passer une nuit derrière les barreaux avant de recouvrer la liberté demain. Nous voici dans les montagnes du nord de la Californie. Dans la campagne bordant les récentes constructions, les époux Len et Heather Ramirez surveillent les serpents à sonnette. Ils ont été appelés en urgence dans la ville paisible d'Auburn, en banlieue de Sacramento. Dans la maison d'à côté, quelqu'un s'est fait mordre par un serpent à sonnette il y a 3 ans. C'est moi qui suis intervenu. Les morsures de serpents sont très courantes dans ces lotissements récents. La cliente en question, Jacqueline Winters, a fait une mauvaise rencontre. Elle raconte la scène à Heather. J'ai cru que mon tuyau d'arrosage était percé. Alors je me suis approché du grillage pour trouver d'où venait la fuite. C'est là que mon chien, qui était près de moi, a fait un bond en arrière. Je me suis demandé ce qu'il y prenait. J'ai regardé par terre et c'est là que j'ai vu le serpent. Il était à 50 cm de moi. J'ai vraiment eu de la chance de ne pas me faire mordre. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Ça fait vraiment peur. On va l'attraper. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Le couple entame ses recherches. Je vais voir de l'autre côté. Regarde, il est dans le coin là. Tu vois? Oui, il est sous le tas de bois. Il doit s'y sentir en sécurité puisqu'il est protégé par le mur derrière lui et par les rondins au-dessus. Il espère qu'on ne le verra pas grâce à son camouflage. Il tente de rester immobile. Il est plutôt gros. Le venin du crotal est extrêmement toxique pour l'homme. Comme il est capable d'attaquer en une fraction de seconde, Len fait très attention, car une morsure pourrait lui être fatale. Sur le côté. Le bruit de sa queue indique qu'il est très agité. Ce serpent doit avoir 4 ans. C'est un crotal de l'Ouest, une espèce très répandue dans le coin. On en trouve dans presque tous les jardins du quartier. Les Ramirez utilisent des instruments spéciaux pour capturer et transporter le serpent. Heather est occupée à rassurer la propriétaire, tandis que Len ramène le serpent à sa voiture. Veillez à bien avertir vos voisins. Prévenez-les qu'on a trouvé un crotal, surtout s'ils ont des enfants. D'accord. Ils feront plus attention dans leur jardin. Et grâce à vous, peut-être que la vie d'un enfant sera sauvée si vous les prévenez de la présence de crotal. Il vaut mieux que ce soit eux qui débusquent un serpent plutôt que leurs enfants. Heureusement qu'on a capturé ce crotal avant qu'il ne morde le chien. Ça aurait été terrible. Le serpent n'est pas blessé. On le garde avec nous le temps de le relâcher en lieu sûr demain. Tout s'est bien passé. Pour Jacqueline, c'est un soulagement. Pour le crotal, c'est le début d'un long périple vers un espace sauvage où il pourra être relâché en toute sécurité. Pete Nolan et Brad Gates de Triple O Wildlife repartent en mission à Toronto. Ils ont reçu un appel surprenant. Pete, c'est une urgence. Un raton laveur se balade dans un cabinet médical. Les patients sont terrifiés. Bien reçu. On arrive d'ici 5 à 10 minutes. Ils doivent s'occuper d'un raton laveur coincé dans un cabinet médical. Ok, on va prendre Le filet? le collet, la cage. Ouais, j'ai besoin de la cage. Bien que ce cabinet soit en plein centre-ville,
La présence d'animaux nuisibles est un problème qui concerne tous les habitants des environs. Le raton laveur se cache dans le bureau situé au sous-sol. Le voilà. Il est terrorisé. Ouais, il a les oreilles couchées. Ouais, il n'aime pas être ici. Il a dû se coller à la fenêtre pour tenter de trouver une sortie. Quand il se retrouve coincé dans ce genre d'endroit, ils sont capables de tout mettre sans dessus-dessous. Lorsqu'on s'approche d'un raton laveur, on essaye de penser comme lui. Que va-t-il faire si on lui met le collet devant sa tête? Il va sûrement reculer en le voyant s'approcher. Pete va donc placer le collet en face de lui, pendant que je le tapoterai avec le manche du filet. J'espère qu'il ira vers le collet. Les ratons laveurs peuvent transmettre la rage. Même si le risque d'infection est minime, Brad et Pete doivent éviter toute griffure ou morsure en se tenant à distance de l'animal apeuré. Il n'est pas bien gros. Ouais, c'est vrai. Je vais chercher la cage, tiens-le bien. C'est une maman, Brad. Ah ouais? Ces bébés doivent attendre qu'elles reviennent dans leur tanière. C'est bon. Desserre le collet. Il faut la retourner. Attends, c'est bon. Elle doit être âgée d'1 an. On dirait, oui. Les femelles peuvent se reproduire au bout de 12 mois, contrairement aux mâles qui doivent être âgés d'au moins 2 ans. Les agents referment la cage et peuvent transporter le raton laveur à l'extérieur. Ok, l'idéal serait de la mettre dans un arbre, mais encore faut-il qu'on en trouve un. Celui-là m'a l'air bien. Je pense qu'on devrait la relâcher ici. D'accord. On peut la faire grimper à l'arbre. C'est un bon refuge pour elle. Elle peut attendre que la nuit tombe pour retourner auprès de ses petits. Allez, grimpe. Et voilà. Génial. C'est quand même mieux qu'une étagère. C'est exactement ce qu'elle doit se dire. Carl Lackey et son assistante biologiste Alison Andreasen retournent voir l'ours de 200 kilos qu'ils ont capturé et marqué dans les montagnes bordant le lac Tahoe. Il est prêt à être relâché dans son habitat naturel. Dès qu'il sortira de la cage, on va lui tirer dessus avec des balles en caoutchouc de calibre 12. Le but étant de lui faire mal. Je vous invite à crier « Va-t'en, l'ours !» chose que vous diriez spontanément en voyant un ours dans votre jardin. Carl indique la marche à suivre aux habitants du quartier. Il veut bien les faire participer, à condition qu'ils ne soient pas en danger. Si on fait cela, c'est pour tenter de modifier le comportement de l'ours afin qu'il ne s'habitue pas à notre présence. Instinctivement, il est censé fuir ou grimper sur un arbre lorsqu'il nous voit. On veut juste qu'il continue à réagir de cette manière. C'est bien. Bon chien. Une fois libéré, on va le poursuivre avec les chiens. T'es prêt à y aller? Les chiens vont le pousser à grimper sur un arbre. Mais s'il se met tout de suite à courir, tant mieux. On ne le verra plus et ce sera réglé pour aujourd'hui. Allez, réveille-toi. Le moment est venu de le libérer. Voilà ce qu'on va utiliser lorsque l'ours sortira de la cage. On commencera par des balles en caoutchouc de calibre 12. On a ensuite des balles oranges qui sont un peu plus puissantes. Et la dernière est toujours en caoutchouc, mais un peu plus puissante que les autres. Celle-là devrait vraiment lui couper l'envie de revenir. Cette méthode en apparence musclée ne blesse pas l'animal. Elle l'habitue à rester loin des zones habitées. Début du chaos dans 3, 2... Allez, l'ours!
À bois. Attrape-le. Vas-y. Vas-y. Attrape-le. Va-t'en. Allez. Allez. Va-t'en, méchant ours. On a réussi. Il a emprunté le flanc de la colline. Il s'est engouffré dans la partie la plus dense de la forêt, ce qui est normal. Il ne s'est pas réfugié dans un arbre. Mais c'est aussi typique pour un gros ours. Il a tracé tout droit à travers la colline avec les chiens à ses trousses. Je ne pense pas qu'on le reverra de sitôt. On a réussi à lui rendre sa liberté. Il ne reviendra pas. Si les chiens sont de retour, c'est que l'ours a bel et bien quitté les parages. Pourvu qu'il ne revienne pas, car elle a rempli une nouvelle mission. En Floride, les experts en alligator Rick Kramer et Scott Petrone répondent à un nouvel appel d'urgence. Ils se rendent à la limite de West Palm Beach, là où les lotissements rognent sur les Everglades sauvages. Les habitants terrorisés signalant la présence d'alligators de 3 mètres sont légion, mais ils jouent parfois avec les nerfs de Rick. Il y a un alligator qui nage dans l'étang derrière chez moi. Ah oui, c'est normal. En quoi c'est une urgence? Ça m'énerve. Mais la plupart des gens ici sont des retraités. Et avec tout ce qu'on raconte aux infos au sujet des alligators, ils veulent prendre aucun risque. Ils savent que les alligators sortent de l'eau et qu'ils peuvent se coucher sous leur voiture. En plus, comme c'est la période de reproduction, ils peuvent se montrer agressifs. Pour Rick, la fin de journée est le moment idéal pour intervenir. Comme les alligators ont le sang froid, la température de leur corps change en fonction de la chaleur ambiante. Quand la nuit se met à tomber, ils remontent à la surface de l'eau pour capter les derniers rayons du soleil. Comme la plupart des appels surviennent en fin de journée, Rick sait qu'il arrive dans le quartier au bon moment pour repérer l'animal qui pose problème. Rick et Scott se rendent chez la personne qui leur a téléphoné. Il a dit l'avoir vu à droite du clubhouse. Ça doit être par là. Bonjour. Monsieur Inès? C'est Scott. Ça y est, je le vois. Il est dans l'étang. Pas besoin d'aller plus loin. Il fait pas 3 mètres. Il était derrière le clubhouse. C'est bien ce que vous m'avez dit. Scott, allons le repêcher. Je dirais qu'il fait entre 1,50 m et 2 mètres. 3 mètres, faut pas exagérer. Il l'a vu à côté du clubhouse qui est ici. Le moment est venu pour les agents de repartir à l'action. Scott rate son premier lancer. Rick prend le relais. Je tiens sa patte. C'est bon. Attends. L'alligator a senti l'hameçon. Il tente de fuir. Tu le tiens? Je l'ai eu à l'avant. Je vais le laisser se poser juste là. Vas-y. C'est une guerre des nerfs. Et voilà, Scott. Tiens-toi prêt.
Passe-la moi. Oh, il est costaud. L'alligator est accroché par la patte. Il sait qu'il est pris, mais il ne souffre pas. Attends. Il essaie de mordre. Ok, attrape sa queue. C'est bon. Il a l'air petit, mais il ne faut pas toujours se fier à la taille. Ils peuvent être dangereux. On a déjà vu des alligators de cette taille tuer des petits chiens, manger des canards. C'est ce qu'ils font à l'état sauvage. Ils ne font que suivre leur instinct. Mais avec toutes ces maisons autour, ils se retrouvent piégés. C'est pour ça qu'on est là, pour les capturer. La réglementation concernant la capture d'alligators dit qu'on ne peut pas les garder s'ils font plus de 2 mètres. Les habitants qui avaient signalé la présence d'un alligator de 3 mètres viennent jeter un œil. Moi, je fais 1m80. Oui, mais Tenez-vous bien. Voilà celle qu'il a vue. C'est elle qui a dit 3 mètres. 2 mètres? Vous l'avez attrapé comment? je vais le prendre en photo. Avec des cannes à pêche. Vous saviez où il était? Je l'ai vu à la surface de l'eau. Vous ne voulez pas lui serrer la pince? Non, je veux pas m'en approcher, merci. J'ai pas envie d'en croiser un dans mon jardin. Quand j'ai emménagé ici, je m'étais dit que je pourrais aller pêcher avec mes petits-fils. Mais j'ai changé d'avis. Il faut qu'on y aille. Je voulais vous montrer qu'on l'avait bien attrapé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans cet épisode, Il était à 50 cm de moi. J'ai vraiment eu de la chance de ne pas me faire mordre. Len et Heather Ramirez, experts en serpents, ont capturé un gros crotal, potentiellement mortel. Le couple s'enfonce à présent dans les montagnes californiennes pour relâcher le serpent dans la nature. Il faut impérativement trouver l'habitat idéal. On se dirige vers un endroit très reculé en pleine nature. On y est presque. J'ai hâte. C'est un coin superbe. Comme vous le voyez, on fait une longue route pour relâcher les serpents. Ça fait partie du boulot. Ce qui me plaît, c'est que tous ces serpents qui ont connu une mauvaise expérience avec les hommes ne sont pas prêts d'en rencontrer ici. C'est pas de leur faute s'ils sont nés dans des zones qui se sont développées et sont devenues surpeuplées. Nous sommes là pour les ramener dans la nature, là où ils sont censés vivre en toute tranquillité. C'est mieux pour eux. C'est bien ici. Le serpent est placé au frais afin d'éviter qu'il ne s'agite. Le voilà enfin chez lui. Cet endroit est idéal, avec tous ces morceaux de bois morts. Ça lui permet de se camoufler, pour trouver de quoi se nourrir, avant qu'il choisisse lui-même l'endroit où il passera le reste de sa vie. Même si c'est excitant de capturer des serpents, le plus satisfaisant, c'est de pouvoir les relâcher et les voir évoluer dans leur environnement naturel. Il s'est glissé sous cette branche pour tenter d'échapper aux oiseaux de proie. Et maintenant, il se réchauffe avec le soleil. Il se ressource, se détend et absorbe toute l'énergie qui lui est nécessaire. Une fois qu'il sera requinqué et qu'il se sera habitué à ce nouvel habitat, il ira se cacher quelque part. Il analyse ce qui l'entoure en captant des particules de poussière grâce à sa langue. En les avalant, il est capable d'anticiper la présence d'une menace immédiate. Le serpent est à l'abri, de retour dans la nature et loin des dangers de la civilisation.